Voici un nouvel épisode sur la construction du Luazet venu du futur. Avant tout, rappelons ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. D'abord, acheter véhicule d'honneur et décider construire le Luaz futur sur la base d'un Luaz passé. Après avoir effectué le diagnostic, il a fallu restaurer entièrement tous les réducteurs de roues et remplacer le réducteur principal par un neuf. À ce moment-là, il semblait que la partie technique était pratiquement terminée, mais jamais ne étions trompés. Nous avons assemblé les réducteurs de roues. Maintenant, il faut préparer l'endroit pour leur installation. Ici, il faut tout nettoyer et la tâche prioritaire maintenant est de s'occuper des pivots. Nous avons acheté des kits de réparation pour les pivots, donc je vais tout nettoyer ici. Là où je vais installer les goujons, tout est prêt. Autrement dit, on change les pivots et on installe les réducteurs. Cette fois, pour la construction du Luazet du futur, nous avons décidé d'emprunter une voie plus intéressante et amusante. Et ne pas démonter toute la voiture jusqu'à la base, comme nous le faisions auparavant, mais restaurer, remplacer, améliorer toutes les pièces, ensembles et composants progressivement, au fur et à mesure des besoins, tout en gardant la voiture en état de marche, en faisant des sorties, des tests et des balades pour le plaisir. Oui, cette approche n'est pas correcte, mais nous n'avions pas envie de nous lancer dans un chantier interminable et de tourner autour d'un châssis pendant les 5 premiers épisodes. Pour anticiper un peu, je dirais que cette méthode s'est en fait plutôt bien révélée et a été moralement beaucoup plus facile à vivre. Car à la fin de chaque épisode, nous obtenions un résultat tangible. Voici à quoi ressemblent nos fusées avant. Je pense que je vais quand même les emmener au garage et les passer au sablage. Ce sera plus rapide et plus simple. Voilà à quoi ressemblent nos fusées sablées, peintes, avec les petits couvercles également peints aussi. On installe tout ça sur la voiture avec des axes neufs, des pivots. On essaye de comprendre comment monter. Nous avons un petit joint SP qu'il faut presser avec précaution ici, avant l'installation finale. Ici, le trou est nettement plus petit que la bague extérieure elle-même. Ensuite, tout cela s'installe parfaitement. On presse la partie supérieure ici avec précaution. Puis, la goupille supérieure est pressée avec précision à travers la fusée, ici, pour la maintenir solidement et de manière stable à sa place. Le système est étrange, je ne sais pas, mais il est évident que QQC doit fonctionner. Alors, j'ai installé les joints SPI et maintenant je vais les enfoncer. Je vais les enfoncer à l'aide de l'ancien axe, pour ne pas abîmer le neuf. Voilà à quoi ça ressemble avec les joints déjà en place. Donc on peut aller à la voiture pour installer tout ça. Ensuite, on installe des pièces pratiquement neuves, relativement rapidement et simplement. C'est selon ce même schéma que nous avons continué. En anticipant un peu, je dirais qu'au final, il a fallu soit remplacer, soit restaurer en profondeur chaque élément. Le moteur, d'ailleurs, n'a pas fait exception. Oui, cela a pris un peu plus de temps que cela n'aurait pu, mais malgré les délais, cette approche s'est avérée bien plus agréable que d'avoir une voiture complètement démontée. Voilà à quoi cela ressemble une fois remonté. Plus rien ne bouge ici, ni bruit, ni cliquetis, ni craquement, rien. Tout est parfaitement en place. Parfait. J'ai tout remonté correctement. Ce soufflet était dans le kit de réparation. Je l'ai nettoyé et installé celui de l'ancien kit. On va remettre les fusées avec les disques. On fait tout dans l'ordre. Comme vous vous en souvenez, les réducteurs de roues, nous les avons entièrement restaurés et remis à neuf dans l'épisode précédent. Nous y avons également installé un kit de frein à disque neuf. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les remettre à leur place légitime. Du moins, c'est ce que nous pensions. Au final, tout est installé ici pour aujourd'hui. J'ai déjà serré les freins et les étriers. L'écrou de moyeu n'a pas été serré, je le réglerai plus tard. Il ne reste plus qu'à s'occuper de l'organisation des flexibles. Ici, nous allons tout refaire à partir de zéro, mais il faut d'abord décider comment tout relier et organiser intelligemment. Et il y a une question à l'ordre du jour. Comment gérer le mètre-cylindre de frein car nous n'allons pas utiliser celui d'origine? Il est vieux, il n'est pas fiable et il ne nous convient pas. Il ne fera pas l'affaire. C'est pourquoi j'ai commandé un mètre-cylindre de frein de Niva. Et maintenant, je réfléchis à le monter avec ou sans servo-frein. Et comment tout agencer et placer ici? En réalité, il n'y a pas beaucoup de place disponible ici. Au final, un mètre-cylindre de frein neuf de Niva a été acheté. L'ancien est retiré. Il va aussi falloir bricoler le mécanisme de la pédale. Mais pour plus de commodité, on le démonte et on prépare l'emplacement de fixation.
Je me suis précipité pour modifier ce trou, j'ai malheureusement perdu énormément de temps à l'agrandir pour le maître cylindre de frein, ce qui a été un véritable défi. Et je n'ai pas du tout pensé qu'il serait impossible de fixer les tuyaux ici. Il n'y a tout simplement pas assez de place pour eux. Pour corriger cette erreur, je découpe donc 2 bouchons en bois comme ceci. L'épaisseur est de 5 mm, ici la paroi fait 5 mm, car il y a 3 couches de métal, un renfort sous les pédales, sous les cylindres. Je découpe précisément, je soude les bouchons, je marque à nouveau, je refais tout depuis le début, je place le maître cylindre de frein pour que rien ne gêne nulle part. Je vais d'abord remettre entièrement en état l'ensemble du pédalier du Luaz et l'adapter à notre configuration actuelle. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait le trou sous le capot, j'ai ressoudé, repercé, et voilà à quoi ça ressemble. Au final, il ne reste plus qu'à finir la partie intérieure, c'est-à-dire remettre en état l'ensemble pédalier qui est tout tordu, découpé, fissuré et sale. Je vais le restaurer, le redresser, le refaire pour qu'il fonctionne. Enfin, je ne sais pas. Bien sûr, j'aimerais tout remplacer complètement, mais pour l'instant, on reste sur cette solution. Au final, Kolia a démonté l'ensemble pédalier, nettoyé certaines parties, redressé d'autres, fait quelques soudures et obtenu un ensemble fonctionnel que nous allons quand même jeter dans quelques épisodes. Mais il ne le sait pas encore. Voilà à quoi ressemble le maître cylindre de frein une fois installé. Ici, tout est déjà vissé, l'embrayage est fixé et voilà à quoi ressemble l'intérieur. J'ai déjà soudé tous les trous superflus là-bas, tout fixé, assemblé ici avec des points de soudure, installé la tige, les pédales. Tout fonctionne quand on appuie, mais je ne suis pas encore tout à fait sûr. Il me semble que ça ne s'enfonce pas complètement. Il faut installer le réservoir et commencer à poser les conduites. La pose des conduites de frein commence, avec une attention particulière aux détails. Je partirai de l'étrier. Ici, il y aura une durite de frein de type Gigouli. Elle arrive dans un support que j'ai fabriqué, un support de ce genre. Sauf que c'est de l'autre côté pour que rien ne touche nulle part et pour voir comment tout cela sera installé. Les disques que nous allons utiliser resteront en place un certain temps. Ici, je fabrique maintenant un adaptateur pour la durite d'origine. Voilà à quoi ça ressemble à peu près. Cette durite compensera le mouvement de la suspension de haut en bas. D'ici, le tuyau ira au maître cylindre. Cette durite est là pour que la roue puisse bouger et tourner, et celle-ci sert à absorber le travail de la suspension. Il est évident qu'il est impossible d'acheter des conduites prêtes à l'emploi pour une telle voiture, et dans notre cas, une voiture encore modifiée. C'est pourquoi nous les fabriquons nous-mêmes. On coupe la longueur nécessaire, on fait le sertissage, on assemble et on installe. Nous fixons temporairement les freins arrière avec des colliers en plastique, car la suspension arrière, nous allons complètement la refaire et faire en sorte que les roues arrière puissent aussi tourner. Mais nous avons besoin des freins, ici et maintenant, donc nous faisons avec une solution temporaire. Une fois que tous les composants et mécanismes sont installés et connectés, nous les entretenons. Nous remplissons les réducteurs d'huile et graissons la suspension. Une vieille technologie très amusante qui ne nous a pas réussi du premier coup. Pour finir, nous nous occupons des freins. Il est temps de purger, en principe, les freins. À cette étape, nous pouvons rencontrer pas mal de problèmes, car aucun des composants n'est d'origine pour cette voiture. Il n'y a pas un seul composant qui ait jamais été installé sur cette voiture. Des problèmes d'étanchéité des tuyaux peuvent survenir, car je les ai évasés à la main. Il se peut que j'ai manqué quelque chose quelque part.
Et il peut aussi y avoir des problèmes potentiels au niveau de la tige du maître cylindre de frein. C'est pourquoi nous allons maintenant purger et vérifier qu'il n'y ait aucune fuite nulle part et que tout soit bien purgé. Super. Au final, étonnamment, tout s'est passé comme sur des roulettes. En à peine une demi-heure, nous avons purgé tous les freins et toute la conduite s'est révélée parfaitement étanche. Mais malgré cela, très bientôt, nous devrons à nouveau refaire complètement les freins. Car notre astuce pour véritablement sauver la seringue du stock en la nettoyant et en la remettant en parfait état de fonctionnement n'a malheureusement pas fonctionné. La seringue injecte tout sauf. Comme il fallait graisser exactement ce dont nous avions besoin, la décision a été prise. Je suis allé au magasin et j'ai simplement acheté une seringue neuve ordinaire, car il nous faut tout graisser. Nous allons voir comment tout cela fonctionne, comment c'est fait. Et alors nous pourrons graisser correctement tous les pivots, toute la suspension à barre de torsion, tout ce que nous devons graisser. Enfin, la dernière chose qui nous manquait avant le départ est arrivée chez nous. Ces pneus. C'est sur ce modèle que nous avons arrêté notre choix. Ce sont ces pneus chinois Westlake en taille 205/70 R15. Premièrement, cette taille nous convient pour le futur projet. Elle a exactement la hauteur dont nous avons besoin. Deuxièmement, c'est l'une des offres les moins chères du marché disponible pour nos besoins. Je pense que cela nous suffit largement. Le profil est vraiment agressif, mais aucun de nous ne fait de tout-terrain. Donc, c'est vraiment parfait pour nous. Des pneus sauvages, des crampons agressifs, installer des roues énormes comme du 33, 32 ou 30 pouces n'est pas possible. La transmission ne le permet pas. Parce que probablement quelque chose casserait chez nous. C'est pourquoi nous achetons et installons les jantes métalliques les moins chères. Elle sera sur des jantes en tôle. Nous allons acheter n'importe quelle jante en tôle. Et les toutes premières jantes. Nous nous occuperons des jantes stylées plus tard. Oui, en effet, ces pneus et ces jantes ne sont qu'une solution temporaire afin de pouvoir tester correctement la voiture en tout terrain. Pour anticiper un peu, je dirais qu'au final, nous avons opté pour 2 jeux de roues. Un jeu pour le tout-terrain, pour lequel nous garderons ces pneus, car nous sommes tout à fait satisfaits du résultat. Oui, la taille s'est révélée excellente. Le deuxième jeu, plutôt pour la ville, pour l'exposition. Pour celui-ci, nous avons utilisé des jantes plus grandes et un profil de pneus plus bas. Et nous avons réussi à obtenir le même design que sur le rendu, grâce aux gars de Vsoul. Ce sont eux qui ont fabriqué ces jantes, mais nous en reparlerons plus tard. Et nous avons déjà hâte de sortir vraiment, d'aller dans un marécage quelque part et de tester la nouvelle suspension, les freins et les roues. Mais avant cela, nous faisons un tour sur le terrain de l'atelier pour nous assurer que tout est bien fixé. Je me suis baladé un peu ici sur la base. On a un problème. On n'arrive pas du tout à purger les freins. Et il semble bien que le problème principal vient du maître cylindre de frein. Parce que même quand on purge le système, la pédale de frein reste molle, elle s'enfonce doucement et progressivement jusqu'au plancher. En plus, de l'air arrive constamment dans ce réservoir de liquide de frein. On voit même distinctement des bulles d'air remonter à la surface. C'est pas clair, mais il me semble que c'est à cause du maître cylindre. Là, apparemment, je vais devoir le démonter. Regardez. J'ai démonté le cylindre de frein, je ne vois absolument rien de vraiment critique, rien qui pourrait expliquer à ce point que les freins ne se purgent pas du tout et que rien ne fonctionne correctement. Je vais essayer de le nettoyer maintenant, de le remonter avec de la graisse spéciale pour l'assemblage des étriers et des cylindres de frein. Et on verra ce que ça donne. Les cylindres, je les ai entièrement révisés, toutes les durines sont branchées, les réservoirs aussi. Maintenant, on va essayer à nouveau de purger tous les freins en cercle. Espérons que cette fois, ils vont fonctionner. Sinon, il faudra probablement remplacer le maître cylindre de frein. Voilà pour ce qui concerne les freins. On a galéré pendant 2 jours à purger ce cylindre. Finalement, j'ai simplement installé un cylindre de 2101 que j'ai trouvé dans le garage. Et il a quand même fallu modifier quelque chose.
on a réussi à obtenir des freins à peu près corrects. À l'avenir, je pense que après cette sortie, quand on s'occupera de toute la direction, de la modification de toute la crémaillère et de la colonne, on passera à un ensemble de pédales un peu plus correct. Parce qu'ici, franchement, c'est juste une sorte de forme. La pédale d'embrayage est très bien. Mais le frein, tout est à des hauteurs différentes. Donc il va falloir qu'on fabrique un ensemble de pédales un peu plus convenable. Après le premier essai, on a aussi découvert que juste ici, le levier touche. Quand on braque à fond, la roue touche le levier. Mais c'est vraiment très léger. Et c'est parce qu'ici, la forme est différente. Ici, elle rentre vers l'intérieur et là, elle dépasse. Et c'est justement cette partie saillante qui touche un peu le levier à un endroit bien précis. Donc maintenant, pour être prêt pour la toute première sortie, comme on s'est déjà mis d'accord avec les personnes concernées, nous allons prendre un vieux disque de frein qui nous reste encore en stock. Je vais en faire une entretoise. Ici, il me semble qu'il fait 7 mm. Je pense que ça devrait suffire pour nous. Je vais découper la matière, puis sur le tour, je vais tout finir proprement. Ce seront donc des entretoises temporaires. Et ensuite, quand on aura les nouvelles roues, on en tiendra compte. Et on fera tout selon les nouveaux paramètres. On n'avait pas vraiment envie de sortir sans frein, donc il a fallu encore 2 jours pour tout démonter et chercher des solutions alternatives. Mais on ne voulait pas non plus retarder la sortie, car on avait demandé à un ami de nous accompagner et de nous montrer des itinéraires intéressants. C'est pourquoi en premier lieu, nous avons réussi à obtenir au moins un peu de frein. Nous avons fabriqué des entretoises avec ce que nous avions sous la main, et enfin le départ tant attendu. C'est pour cela en fait que tout a été fait. Pour notre première sortie, nous avons tiré au sort la dépanneuse. Traverser toute la ville par nos propres moyens n'était pas envisageable, surtout sans contrôle technique. Pour l'instant, il est peu probable qu'on le passe. Nous ne sommes pas complètement prêts. La voiture est vraiment en état bout. C'est surtout vrai pour le câblage. On part à boum. Il semble qu'on ait préparé la voiture. Elle freine. Elle roule. Oui, le moteur fume. On va voir. On va essayer de passer un super moment et de tout casser, oui. Il a dit de s'arrêter strictement perpendiculairement. Ne soyez pas malade. Vos paris. J'ai déjà peur. Cela me fait baisser, bien sûr, oui, mais vous, bien sûr, nous avez entraîné dans le plus sérieux. Cette situation, bien que potentiellement déstabilisante, même un peu décourageante pour moi personnellement, est une conséquence directe et inévitable de l'engagement profond et de la rigueur intellectuelle que vous avez constamment démontré, exigé de notre part. En effet, votre approche pédagogique, caractérisée par une exigence sans faille et une quête incessante de la perfection, nous a véritablement plongé au cœur des aspects les plus complexes et les plus fondamentaux de la matière. Vous ne vous êtes pas contenté d'effleurer les sujets en surface. Au contraire, vous avez insisté pour que nous explorions chaque concept dans ses moindres détails, nous poussant à analyser, à critiquer et à synthétiser des informations souvent denses et ardues. Cette immersion totale dans le sérieux académique, cette confrontation directe avec les défis intellectuels les plus ardus, a eu un impact profond sur notre compréhension et notre développement. Chaque séance, chaque discussion, chaque exercice était une opportunité d'approfondir nos connaissances et de renforcer nos capacités à penser de manière critique et autonome. Vous avez su nous guider avec une main ferme mais juste, nous incitant à dépasser nos propres limites et à ne jamais nous satisfaire de réponses superficielles. C'est cette persévérance, cette détermination à nous faire atteindre un niveau d'excellence inégalé qui a transformé notre apprentissage en une expérience véritablement transformative. Le sérieux que vous avez insufflé dans chaque aspect de notre formation a non seulement élevé notre niveau de compétence, mais a également forgé notre caractère, nous préparant à affronter des défis bien au-delà du cadre académique. Votre influence a été déterminante, nous poussant constamment vers une meilleure compréhension et une maîtrise plus approfondie des sujets abordés.
Ce qui, en fin de compte, est une contribution inestimable à notre parc. Je pensais venir parce que j'allais dans les collines rentrer chez moi. Tiens, voici le premier marque. Tiens, musique. Montre-le. On marchait comme ça naturellement à travers la cour. Nous sommes effectivement ici avec une voiture. C'est à nous, n'est-ce pas? Oui, absolument. J'aurais bien joué. Bon, et maintenant nous allons juste passer un appel. Et encore une fois, je vais sortir en faisant des ronds avec ma voiture. En ligne tremblant. Et regarde, il parle pas de ça, que la route, je suis un idiot, d'accord, j'ai un petit chapeau pour 3 baffes, fausse. En fin de compte, pour du voyage, on s'est probablement mal compris avec les gars. On pensait qu'on allait juste passer une petite côte, un petit trou, un peu de sable par-ci par-là, rester coincé un peu, patiner. Les gars nous ont vraiment embarqués. Pour eux, c'était comme si de rien n'était. Ils sont passés là-bas, tranquillement pour eux. Pour nous, c'était déjà comme un vrai tout-terrain. Et on n'était vraiment pas prêts à ça. La voiture n'était pas du tout prête pour ces niveaux-là, de tout-terrain. On a cramé l'embrayage, ça fumait tout le temps, ça sentait la suie, ça refoulait sans arrêt dans l'habitacle. Et l'odeur d'embrayage était vraiment insupportable en permanence. On manque clairement de puissance. Il y a un problème avec le moteur, c'est évident, il fume beaucoup. Et au fil du temps, il perd de la puissance. Il s'essouffle carrément. Par exemple, quand on roulait sur une très longue ligne droite à travers le marécage, si tu relâches l'accélérateur, la voiture s'enlise tout de suite et s'arrête. C'est pour ça que je roulais en première, pied au plancher. Et là, j'avance, et le moteur s'essouffle constamment, petit à petit. C'est pourquoi on a identifié plein de problèmes.
À notre grande surprise, même dans ce marécage, enfin c'était pas vraiment marécage, mais dans ce sable, on n'a rien cassé avec les roues en 15 gousses. Tout le monde nous assurait que nos roues ne tiendraient jamais le coup. Enfin, que la transmission et les arbres de transmission ne tiendraient pas. Mais comme vous voyez, on est sorti par nos propres moyens, sans rien casser. C'est surprenant. Mais on a cramé l'embrayage, évidemment, complètement. Le moteur monte de puissance. Il y a des problèmes avec la direction. La boîte saute les vitesses arrière. Bref, les problèmes se sont accumulés. Je pense qu'on va maintenant les régler petit à petit, on va les répartir et s'en occuper. Certaines choses sont intéressantes, d'autres moins, mais on va résoudre tous ces problèmes progressivement. C'était une super balade. Un immense merci aux gars. Je pense qu'on mettra un petit lien, s'ils ont Instagram, on le partagera. Un grand merci, ils nous ont consacré leur soirée, ils nous ont accompagnés. C'était sympa. Bon, on va aller chercher les tiques sur nous et gratter les boutons de moustique. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. Il est temps de réparer ce qu'on a abîmé hier en roulant. D'abord, il faut tout nettoyer. Ça, là, il faut nettoyer tout ça. Hier, je voulais le faire, mais on est rentré à 10h30 et franchement, on n'en avait pas du tout envie. Il y a des dégâts que j'avais pas remarqué hier, j'en ai pas parlé, mais on a complètement abîmé la protection. On a cassé des trucs, il y a encore quelque chose dans l'habitacle, comme ça a volé. L'interrupteur des phares a sauté, tout a sauté. Enfin, de toute façon, rien ne fonctionnait vraiment, donc c'est pas grave. Il faut le nettoyer. Bien le nettoyer pour qu'on puisse continuer à s'en occuper parce qu'on a beaucoup de projets. Au final, on a cassé ce qu'on ne prévoyait pas de casser et ce qui semblait être le maillon faible est resté intact. Parmi les mauvaises nouvelles, il y a le fait que les moteurs et la boîte de vitesse demandent à être remplacés. Et toute la logique d'acheter une donneuse avec un moteur en bon état tombe à l'eau. Mais dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Tout suit son cours et s'il faut remplacer le moteur et la boîte, eh bien il faudra les remplacer. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Voilà, j'ai nettoyé la voiture, il m'a fallu seulement 2h30. Ici, il y avait des pelletés de boue, mais maintenant tout est propre. J'en ai profité pour jeter un œil aux freins ici. L'une des raisons pour lesquelles nous avons installé des freins à disque, c'est que nous ne voulions pas. On peut voir constamment retirer la saleté des tambours. Mais là, j'ai comme un gros doute. Voilà à quoi ça ressemble. Après une seule sortie, les freins sont complètement bouchés, les plaquettes grincent, raclent, c'est mauvais surtout à l'avant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'histoire de ces éléments en particulier. J'ai lavé la voiture, évidemment c'est pas parfait, mais avec un nettoyeur haute pression, j'ai quand même essayé de bien la nettoyer. Il faudra sûrement encore enlever les roues et la laver entièrement et soigneusement après un vrai passage dans la boue une fois l'aventure terminée. Alors, je vais juste rincer la Sparta à l'eau. Tout ce sable, toute cette saleté accumulée, et finalement j'ai décidé de les démonter complètement parce que même lors de la toute première purge, ils se comportaient de manière très bizarre. Ils semblaient pourtant comme neufs, absolument impeccables. On nous les a vendus avec les adaptateurs comme étant des pièces neuves, mais j'ai de sérieux doutes. On dirait vraiment qu'ils ont été reconditionnés ou remis à neuf de manière superficielle. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui inspire le doute. C'est pourquoi je vais maintenant les laver minutieusement et les démonter entièrement, puis installer des kits de réparation vérifiés et de haute qualité ici. Finalement, on a décidé de refaire complètement les étriers de train parce qu'il semble déjà que certains joints caoutchouc sont malheureusement déchirés. Je ne sais pas précisément à quoi c'est dû. Peut être que c'est arrivé lors de notre dernière sortie en off-road, une aventure assez exigeante. Un peu de saleté, un caillou, une branche on peut être entré et on déchirait les soufflets. Et puis, par curiosité aussi, honnêtement, je doute de plus en plus que ce soit du neuf.
On nous a envoyé les étriers avec des plaques d'adaptation dans le kit. C'est plutôt une pièce d'occasion restaurée de façon artisanale. Parce que d'une part, elle se purgeait mal. Et d'autre part, vu son état, il y a une sorte d'étrier dans lequel la tige de guidage bouge carrément. De ce côté, la plaquette qui était installée, apparemment, elle était mal mise. Soit elle est tombée, soit je ne comprends pas trop. Des deux côtés de l'essieu arrière, voilà à quoi ressemblent les plaquettes, elles sont déformées. C'est pour ça qu'on avait l'impression que rien ne freinait. Pourquoi ça s'est-il produit? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai tout monté moi-même, j'ai tout fait soigneusement. Comme si ce n'était pas la première fois que je faisais ça, j'ai tout fait correctement. Est-ce que c'est à cause des guides aussi? Qui sait, dans les commentaires, je pense qu'on m'expliquera à propos de l'industrie automobile de Jigouli. Mais comme tout ça ne n'inspire pas confiance, on va tout démonter maintenant et graisser avec une pâte spéciale pour le montage. On va essayer de faire mieux qu'avant. En principe, mes attentes ont été confirmées car ces étriers ne sont clairement pas neufs. Ils ont juste été sablés, on y a probablement simplement mis des kits de réparation neufs, puis on les a vendus comme neufs. Nous ne les avons pas achetés, ils nous sont arrivés dans un grand kit de conversion pour frein à disque. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Je ne sais pas trop. Très probablement, on va simplement les reconditionner de façon plus attentive, soigneuse et propre. Les cylindres eux-mêmes sont à peu près intacts, même s'ils ont été sablés à l'intérieur. C'est pas vraiment critique. A priori, les surfaces ne sont pas abîmées, les cylindres pas déformés, certains cylindres sont un peu plus abîmés, avec des rayures. Je vais essayer maintenant des embouts de polissage Zitloff pour les polir. Je sais pas ce que ça va donner. Les gars m'ont envoyé toutes sortes d'embouts abrasifs, du matériel abrasif qui va super bien à l'intérieur, qui rentre dans les cylindres. On va essayer de restaurer ça de la même manière maintenant, et si ça ne marche pas, il faudra alors en acheter des neufs. J'ai commencé à nettoyer toutes ces pièces détachées et ces composants individuels. Et en fait, c'est pas vraiment de la saleté incrustée. C'est pas de la saleté du tout, ce sont plutôt de profondes rainures, des rayures prononcées et des sortes de bosses ou d'imperfections sur la surface. Ici, il y a carrément de la rouille. Il est tout à fait évident que cela n'a absolument pas pu se produire ou arriver en une seule et unique sortie. L'une des pièces en particulier est vraiment très gravement abîmées et endommagées, tandis que les autres sont un peu moins détériorées, mais tout de même affectées. Mais elles sont quand même toutes à certains endroits cabossées ou très rayées. Les guides, en fait, on dirait qu'ils sont vraiment très usés, très anciens, parce qu'ils présentent de très profonds et importants foyers de corrosion. Donc, je ne sais pas, on va regarder attentivement les prix de tout ça séparément, ou bien les prix des étriers complets, mais neufs. Et à partir de là, nous prendrons une décision éclairée et réfléchie. Je pensais pouvoir polir cela. Quand il s'agit d'une petite rayure superficielle, on peut encore polir, mais ici, c'est bien plus grave et étendu. Mais là, la question se pose encore une fois pour les supports. À quel point les emplacements sont-ils usés ici? Il n'est pas surprenant que nos freins étaient très difficiles à purger et ils étaient spongieux, peu réactifs. Franchement, les freins étaient mauvais. On dirait que maintenant, on comprend pourquoi ils étaient mauvais. Nous allons maintenant tout évaluer, voir ce qu'il en est et nous prendrons les décisions nécessaires. Nous avons finalement résolu le problème des étriers en commandant un kit de réparation complet qui comprend les pistons eux-mêmes, tous les joints et les guides. Nous allons tout assembler avec une graisse spéciale. Celle-ci est pour les guides et celle-là est destinée spécifiquement à l'assemblage des cylindres eux-mêmes. Elle réagit correctement ensuite avec le liquide de frein, elle s'y dissout et ne cause aucun dommage. Assembler avec du liquide de frein, comme beaucoup le font, n'est pas vraiment la meilleure solution, c'est pourquoi nous utilisons toutes sortes de graisses spéciales. J'ai tout lavé, j'ai tout nettoyé. Maintenant, je vais encore une fois souffler et essuyer, puis nous allons assembler. Je pense que tout sera comme neuf. Oui, en réalité, c'est vraiment dommage de perdre autant de temps, d'efforts et d'argent pour installer apparemment des freins neufs et d'obtenir un résultat très douteux. Comme vous l'avez compris, au final, nous avons dû remplacer tous les composants des freins par des neufs.
Oui, les freins qui étaient vendus comme neufs se sont révélés défectueux. Voilà un vendeur peu scrupuleux. L'essentiel, le problème résolu. Ici, coche la case et oublie ce composant. Plusieurs éléments à traiter, mais parleront dans les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé. La hache vous porte bonheur.